Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une nouvelle édition de Bonjour chez vous, l'émission qui éclaire l'actualité de vos territoires avec des débats, de l'analyse et l'essentiel de l'information politique et parlementaire. Une émission en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Dans un instant, place à l'invité politique. Aujourd'hui, nous serons avec Éric Woerth, le député Les Républicains et président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Avant de le retrouver, on va voir les principaux titres de ce jeudi 28 mai. À quoi va ressembler la vie des Français à partir du 2 juin ? Le Premier ministre Édouard Philippe va dévoiler cet après-midi la nouvelle étape du déconfinement. On en parlera dans notre club des territoires. Le Parlement vote pour l'application Stop Covid, l'application de traçage numérique des citoyens pour casser les chaînes de contamination pendant le déconfinement. Cette application sera donc mise en service à partir de la semaine prochaine. Le plan de relance européen dévoilé hier par la Commission européenne, 750 milliards d'euros pour sauver les entreprises stratégiques et les pays en difficulté. Tout de suite, l'invité politique de Bonjour chez vous. Il est député Les Républicains de l'Oise. Il préside la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pour une interview de 20 minutes et on va commencer par l'actualité forte de ce jour, la nouvelle étape du déconfinement qui doit être dévoilée par le Premier ministre Édouard Philippe cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez des annonces du Premier ministre ? J'attends un peu plus de déconfinement, un peu plus de liberté, un peu plus de liberté au travail, l'ouverture des restaurants. Le passage de nombre de départements, j'espère, dans ces fameuses zones vertes, c'est-à-dire où les choses sont plus permises. Je crois, si j'en comprends ce que disent un certain nombre de médias, que les chiffres sont plutôt bons et que l'épidémie a plutôt tendance à se calmer dans pas mal de départements, notamment le mien, le département de l'Oise, donc des départements qui étaient très touchés. J'entends tout à l'heure dans le Haut-Rhin disant la même chose. Donc, faut mettre les choses au clair. On indique très clairement que la France est prête à retravailler, qu'elle est prête également à retrouver ces liens sociaux. C'est beaucoup rompu. J'attends aussi que les collèges, que les lycées reprennent. C'est très important qu'ils reprennent avant les... Alors Éric Woerth, on va voir cet après-midi la nouvelle carte de France avec les zones rouges et les zones vertes. Il pourrait y avoir une classification par département et non plus par région. Ce serait une bonne solution ? Enfin, je pense, je ne sais pas comment on a construit les choses par région, mais on voit bien que c'était aussi une affaire de mobilité. Dans la région des Hauts-de-France, il y avait une très grosse différence entre le département du Nord et le département de l'Oise ou le sud du département de l'Aisne, et c'est vrai dans beaucoup de régions. Donc je crois qu'il faut être beaucoup plus précis, avoir probablement la précision qu'il y a eu au début de l'épidémie avec cette notion de cluster, c'est-à-dire des lieux un peu qui pour une raison ou pour une autre étaient très affectés et infectés d'ailleurs par le virus. Je crois qu'il faut en revenir sans doute à cela. Et puis il y a la question des transports. C'est très important évidemment que les transports puissent être libérés un peu plus, qu'il y ait encore plus de trains et plus de métro dans des conditions acceptables, parce que s'il y a plus de gens qui vont au travail, il faut évidemment plus de transports pour respecter les distances et puis faire sauter cette barrière de 100 km qui n'a plus de sens. Mais alors justement, à propos des transports, est-ce que vous pensez que même avec un trafic à 100%, eh bien, les travailleurs pourront revenir normalement au travail ? C'est très compliqué d'équilibrer, de trouver le bon équilibre entre une protection évidente sur le plan sanitaire et puis le fait de revenir à une vie à peu près normale avec des gestes de protection individuelle que tout le monde connaît maintenant par cœur. Mais il faut le faire. Vous savez, on dit tout le temps le risque zéro n'existe pas. Au moins 10 fois par jour, on entend ça. Mais c'est vrai aussi dans ce cas-là. Il y a un moment donné, l'épidémie est toujours là, le virus il est toujours présent. Mais il faut vivre avec, s'en protéger du plus possible, protéger les personnes vulnérables. Il faut prendre la vie, et c'est au fond la vie qui gagne. Alors, est-ce que finalement l'enjeu principal de cette nouvelle étape du déconfinement, c'est la relance du secteur du tourisme, vraiment frappé par cette crise du coronavirus ? Non, mais la relance partout. On ne peut pas être à la traîne d'une relance qu'on commence à voir un peu partout. On va en parler tout à l'heure, ouais.
Donc, la relance partout. Alors, évidemment, le secteur du tourisme, des cafés, des restaurants, des hôtels a été particulièrement affecté, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le département de l'Oise, dès le début, bien avant qu'on parle vraiment du virus de façon très, très sérieuse. Donc, il faut évidemment que ça puisse redémarrer dans des conditions économiques acceptables. Je crois qu'avec la profession des hôtels, enfin, des cafés, des restaurants, parvenus à des distances acceptables pour beaucoup d'établissements, parce que si c'est pour les faire ouvrir en leur faisant perdre encore plus d'argent une fois ouverts, c'est pas possible. On va vers des dizaines de milliers de faillites. Et justement, pour relancer le tourisme, à propos de la limitation des déplacements et de ce fameux rayon de 100 km, selon vous, est-ce qu'il faut supprimer ce rayon ou le desserrer et élargir la possibilité de se déplacer? Encore une fois, je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas toutes les informations, et c'est vrai pour la plupart des gens, donc je ne voudrais pas dire d'horribles bêtises. Mais 100 km, c'est évidemment quelque chose qui est fixé de façon c'est artificielle. Enfin, vous pouvez vous déplacer pas mal, et puis on évite les brassages de population. Il faut sans doute distance. D'ailleurs, on peut dire que les Français vont pouvoir partir en vacances. Bon, si le gouvernement nous autorise à partir en vacances, mais ne pas partir en vacances avec une distance de 100 km. Ou alors vous habitez quelques vacances, quoi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il faut évidemment ouvrir ça. Encore une fois, si l'épidémie le permet, si le risque est si important, on aboutirait à 70 chances sur 100 ou malchance sur 100 d'avoir un rebond très fort. Donc, encore une fois, avec beaucoup de précautions. Mais le principe de précaution en la matière, à un moment donné, devient un principe d'immobilisme et un principe catastrophique. Alors, vous le disiez, les signaux sanitaires sont plutôt positifs actuellement. Est-ce que, selon vous, le déconfinement a été plutôt bien géré par le Premier ministre? Je pense que le déconfinement est plutôt bien géré. Oui, oui. Il a été annoncé longtemps avant. Les mesures de déconfinement économique ont été prises, les transports aussi. Je peux comprendre, et je comprends qu'on tâtonne dans ce type comme d'autres pays l'ont fait. Mais on ne peut pas tâtonner trop longtemps dans la reprise économique. C'est pour ça qu'il faut un plan de soutien et de survie de l'économie ou d'une économie artificiellement arrêtée doit succéder à un moment donné à un vrai plan de relance cohérent, qui ne soit pas uniquement égrené au fur et à mesure des secteurs, mais dans lequel on puisse voir une cohérence d'ensemble, une vision d'ensemble de ce que pourrait être l'économie française dans les années qui viennent. On va parler dans un instant de ce plan de relance économique, mais avant cela, un mot sur votre département, l'Oise, qui était un des premiers grands foyers de l'épidémie de coronavirus en France. Comment va la situation sanitaire actuellement ? Elle est évidemment infiniment meilleure qu'il y a quelques semaines. Le département de l'Oise devrait, je pense, enfin en tout cas je l'espère, pouvoir basculer dans ces départements verts. Il a été très très touché et très très tôt. Les mesures de confinement ont été bien respectées. Le département s'est quasiment mis à l'arrêt, mais il s'est mis à l'arrêt bien avant. Des séminaires dans les hôtels, il y a beaucoup dans la bordure sud, une bordure très touristique. Les séminaires se sont arrêtés. Les hôtels ont quasiment perdu tous leurs clients dès le début du mois de mars et dès la fin février. Alors, dans cette nouvelle étape du confinement, la nouveauté, ce sera la mise en service de l'application Stop Covid de traçage numérique des citoyens pour casser les chaînes de contamination. Le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté hier pour la mise en service de cette application, mais les députés, les Républicains, dans leur majorité, étaient contre ce dispositif. Pour quelles raisons ? Si c'est utile pour la lutte contre l'épidémie, il faut le faire, mais il fallait le faire avant. Dans ce cas-là, moi, j'ai, comme mes collègues et comme beaucoup d'autres personnes qui ont voté pour, donc là-dessus il n'y a pas de vérité. Moi, j'ai beaucoup de craintes sur les libertés publiques. On voit bien que c'est un débat qui n'a pas eu lieu complètement. Il a eu lieu, mais pas totalement. Il y a eu vraiment l'économie, il y a eu la santé. Mais il y a quand même aussi les libertés publiques. Et ces applications et bien d'autres sujets amènent à se poser beaucoup de questions sur le risque et les libertés. Et je vois bien que, au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin, sur la base du volontariat, tant mieux, c'est évidemment absolument nécessaire. Enfin, ça veut dire aussi que l'efficacité sera sans doute très moindre et pas vraiment au rendez-vous. Les pays qui l'ont mis en œuvre
bien avant et d'une manière bien plus brutale. C'est d'ailleurs parce que je demande entre nous. Mais je crois que toutes ces applications dont on ne domine pas bien les choses, dont l'homme de la rue, que je suis dans ce domaine-là aussi, ne domine pas bien. Moi, je ne sais pas combien de temps ce sera archivé. On nous dit que ce ne sera pas archivé du tout, mais au fond, on n'en sait rien. Donc tous ces sujets que je relaye et qui sont des craintes, au fond, sur la société du numérique, ces craintes-là, elles sont fondamentales pour nos libertés publiques. Donc à partir du moment où ce n'était pas un outil absolument fondamental pour éviter la reprise de l'épidémie, je pense qu'il valait mieux ne pas le faire et se concentrer sur autre chose. Alors, les députés, les Républicains ont voté contre Stop Covid, mais au Sénat, la majorité des Républicains du Sénat a voté pour cette application. Leur président, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a même dit, je cite, que c'était un devoir de voter pour ce dispositif. Pourquoi cette divergence entre les parlementaires LR? Est-ce que les députés ont fait un peu de politique politicienne? C'est regrettable, Je n'étais pas dans les conversations entre Bruno Retailleau et Damien Abad, mais enfin, de temps en temps, il peut y avoir des opinions différentes. Elles ne sont pas fondamentales. L'opinion sur les libertés publiques est la même, et l'opinion évidemment sur l'ensemble de la crise est aussi la même. Sur des points de cette nature, on peut avoir, vous savez, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. L'application Stop Covid. S'il n'y a aucun risque, il faut le faire. Si on considère qu'il y a un début de risque ou que ça pose une question de liberté publique, il ne faut pas le faire. Voilà. C'est pas très grave. On va parler maintenant de la relance économique, d'abord au plan européen, puisque ça y est, on connaît le plan de relance européen présenté hier par la Commission européenne, 750 milliards d'euros, qui intègre les 500 milliards d'euros du plan franco-allemand qui avait été annoncé par Emmanuel Macron et Angela Merkel. C'est une victoire pour l'Europe. Ça y est, l'Europe est au rendez-vous de la crise du coronavirus? Alors oui, elle a mis du temps pour être au rendez-vous, comme souvent, parce que l'Europe c'est lourd, c'est compliqué. Il y a des positions très différentes les unes des autres. C'est un plan important. Moi, je rappelle que le budget européen, c'est moins de 150 milliards. Tout le monde pense que c'est un énorme budget. En fait, c'est un tout petit budget. C'est très inférieur au budget du pays, au budget de la France. Donc 750 milliards, c'est une somme très importante. Et ce qui est bien, c'est que dans ces 750 milliards, il y a 500 milliards qui ne sont pas des prêts aux États classiques, mais qui sont des subventions issues du budget européen et financées par un emprunt mutualisé, donc par un emprunt européen. C'est bien la première fois, et c'était l'annonce du président Macron et de la chancelière Merkel il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un pas en avant qui est assez fondamental. On verra quelle est la distribution de ces sommes et où vont ces subventions, dans quel secteur, dans quel domaine et à quel pays. On verra tout cela et c'est loin d'être encore précis, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça vient s'ajouter aux dispositifs qui avaient été décidés par l'Europe, notamment par exemple le soutien au chômage partiel. Et la France aura bien besoin d'un soutien financier pour essayer d'absorber la dépense considérable d'activité partielle. Enfin, en tout cas, l'Europe a pris les bonnes décisions et on peut s'en réjouir. J'y ajoute les décisions de la BCE. Alors allons maintenant sur le plan français. Est-ce que le gouvernement français est au rendez-vous de la relance économique, selon vous? On verra. On verra ce que ça donnera. On verra si on est dans une courbe très très plate de relance ou au contraire une courbe très vigoureuse de relance. Aujourd'hui, les prévisionnistes prévoient en réalité une récession de l'ordre d'une dizaine ou d'une douzaine de pourcents pour l'année 2020. Donc c'est absolument gigantesque. C'est énorme, 12%, 10% de récession. D'ailleurs, c'est plus du tout les chiffres qu'ont donné le gouvernement. C'est des chiffres absolument gigantesques. On peut mettre des années à remonter la pente. C'est ça qu'il faut voir. Même si vous reprenez 5 ou 6% l'année prochaine, vous serez très très loin de la situation au temps zéro avant la crise. Donc le revenu, les ressources, la création de richesses seront très en retard. Il y a des plans sociaux qui se profilent, dont certains sont d'ailleurs concrètement en œuvre. Donc on voit bien que le risque, c'est une reprise assez lente avec évidemment un cortège de plans sociaux et de licenciements et de personnes qui vont passer d'un chômage partiel à un chômage réel. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et c'est de cela dont le gouvernement est au fond responsable. C'est comment il va articuler cette économie de survie qui était ce plan de survie, qui était le plan de soutien gigantesque, qui crée évidemment beaucoup de déficits, mais qui était obligatoire, qui était plutôt bien construit. Comment on passe à une économie de reprise où on accélère la reprise économique et pas uniquement on la constate au fil de l'eau, et également où on en fait un accélérateur de transformation économique. Je pense notamment à l'intégration de données écologiques ou numériques ou de toute nature.
Alors Éric Woerth, la semaine prochaine, vous présenterez votre propre plan de relance de l'économie française. Est-ce qu'on peut déjà connaître les premières pistes? Combien d'argent il faut mettre sur la table pour relancer la machine? On y travaille depuis 3 semaines. On a déjà sorti des papiers déjà bien avant que le gouvernement ne parle réellement de relance. On le fera plus collectivement la semaine prochaine à propos des niches, comme on dit, donc des PPL de LR à l'Assemblée nationale. Donc il y a un premier point, c'est qu'il faut vraiment effacer ces 3 mois. Donc il faut au maximum essayer de dégréver, c'est-à-dire d'abandonner les créances de l'État en termes fiscal et social. Toutes les cotisations sociales ou la fiscalité qui a été due, elle est reportée dans beaucoup de secteurs, d'ailleurs dans la plupart. Il faut absolument que l'État, à mon avis, l'abandonne à partir en proportion, par exemple, de la perte du chiffre d'affaires. Donc c'est absolument essentiel parce que les entreprises n'arriveront pas à payer leurs charges du moment et les charges du passé. Il faudrait que les choses soient très claires. Il faut aussi, me semble-t-il, activer les dépenses de chômage partiel. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut que les salariés acceptent, même s'il y a des risques, et ils acceptent d'aller travailler, un peu en télétravail, mais surtout en présence physique, et puis de l'autre, que les employeurs acceptent de les reprendre plus vite que la croissance de leur propre chiffre d'affaires. Je pense qu'il faut réduire le coût du travail. Et donc, il faut ponctuellement. Donc, il faut que une partie des charges et des coûts de chômage partiel soit transférée vers une baisse du coût du travail. Je pense surtout aux jeunes aussi. Nous, on en parle depuis presque un mois de cette génération qui risquerait d'être une génération sacrifiée. On voit que beaucoup de monde est en train de le découvrir. Les portes de stage se ferment, les apprentis n'en trouvent pas. Ceux qui veulent, nos jeunes qui sont en fin d'études trouvent porte close sur le marché du travail. Il faut trouver des solutions. Alors, par exemple, un zéro charge pendant 2 ans pour l'emploi de jeunes sortant de leur formation pourrait être une solution. Bien d'autres peuvent exister. Quand il n'y a pas d'autres solutions, prolonger, par exemple, le statut étudiant qui assure une protection sociale, etc. Revoir peut-être la notion de contrat à durée déterminée. On peut peut-être le rendre un tout petit peu plus souple dans un moment donné sans tomber dans les erreurs du passé. Donc tous ces sujets sont majeurs. Puis un autre sujet qui est majeur, c'est que les entreprises, elles vont être super endettées. Il n'y a pas que les États qui vont être super endettés. Les entreprises vont être super endettées. Le PGE, ce plan garanti par l'État, c'est un endettement en fonds des entreprises. Donc il faut au maximum essayer de convertir de l'endettement en fonds propres ou quasi-fonds propres pour assurer la survie des entreprises. Alors Éric Woerth, pour financer ce plan de relance de l'économie, financer tout cet argent public qui va être injecté dans la machine économique, eh bien dans le débat actuellement, il y a la question de la contribution des plus aisés. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a même mis cette proposition sur la table, augmenter la contribution des plus riches. Et puis la prix Nobel de l'économie, Esther Duflo, l'a même assuré, il faut un nouvel impôt sur la fortune. Si c'est le prix Nobel de l'économie qui le dit, il faut l'écouter, non ? Pas du tout, non. Les prix Nobel peuvent se tromper. Voilà, ils font de la recherche économique, ils ne font pas de l'application économique. Quand on a 65 millions d'habitants en face, c'est très très différent, même si j'ai un grand respect pour les économistes. La dimension sociale d'un plan de relance, d'un programme de relance, elle est fondamentale. Et dans un programme de relance, on doit évidemment intégrer tout ce qui sera, non pas uniquement des mesures de court ou de moyen terme, mais des mesures de transformation de notre économie. Donc une économie moins carbonée, une économie plus numérisée, plus robotisée, plus relocalisée aussi à un moment donné, c'est très important. La dimension sociale, elle est majeure. Il faut donc insister là-dessus. Je crois que la dimension sociale, elle est fondamentale et elle peut être fondamentale dans l'idée d'égalité des chances. On voit bien que les Français, aujourd'hui, sont moins à égalité qu'ils ne l'étaient à une période dans les chances qu'ils ont de progresser dans la vie et notamment dans la vie sociale. C'est très important pour les jeunes. Nombre d'études et nombre de prix Nobel d'économie le disent. Donc prenons des mesures qui permettent d'engager la France vers un mieux écologique et vers un mieux social. Maintenant, la chasse aux riches, ça a toujours été le cas, surtout dans notre pays. Alors parfois on les chasse tout doucement, on ajoute les impôts, d'autres fois on leur coupe la tête. Je rappelle que le riche, c'est souvent votre voisin.
Le riche, c'est celui qui gagne 100 ou 200 euros de plus. C'est celui qui a une plus jolie voiture. Bon, tout ça, c'est pas une bonne manière, me semble-t-il, de sortir d'une crise, surtout dans un pays qui est le premier pays à autant fiscaliser au monde quand on ajoute les charges fiscales, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales. Donc c'est une option qui me semble interdite. Alors, on peut toujours avoir un concours l'épine permanent de la fiscalité et comment augmenter la fiscalité. Demain, on refiscalisera les portes et les fenêtres ou autre chose. On trouvera toujours. Non, je pense qu'il ne faut pas toucher à la fiscalité. Il faut sans doute, probablement, orienter la fiscalité en fonction de ce qu'on souhaite. On pourrait réfléchir à une fiscalité sur les entreprises qui soit différente selon qu'elles aient un programme de lutte contre l'émission de carbone ou pas. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés de cette façon-là, de façon, me semble-t-il, beaucoup plus intelligente. Pardonnez-moi, le temps presse, on va finir par des questions politiques et notamment les élections municipales. Sur l'élection à Paris, qu'est-ce que doit faire Rachida Dati pour gagner? Est-ce qu'elle doit s'allier avec Agnès Buzyn de La République En Marche? Ossa Rachida est bien plus compétente que moi pour le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle doit gagner. Voilà, et elle peut gagner. Je sais bien qu'on place la maire sortante comme favorite, mais Rachida est pas très loin et je pense qu'elle peut gagner. Ça dépend des électeurs qui se mobiliseront. Bon, il y a évidemment du côté d'Agnès Buzyn une énorme pagaille politique. On ne sait plus trop bien ce que représente cette liste qui a connu beaucoup de vicissitudes. Il ne faudrait pas que ce soit des votes perdus. Donc ces électeurs, ils doivent... Vous savez, c'est une vieille formule, c'est le vote utile. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Donc est-ce que vous voulez de Madame Dati ou est-ce que vous voulez de Madame Hidalgo? Je crois que Madame Hidalgo montrait quand même un certain nombre d'imperfections dans la gestion de Paris. Donc votons et votez Rachida Dati. Sur ces élections municipales, la droite et la gauche ont plutôt fait de bons scores au premier tour. Ces élections, elles font renaître le clivage droite-gauche ancien du monde politique? Il n'est pas si ancien que ça. Il est déjà totalement actuel dans la propre majorité. Et la majorité, elle est déjà dans un clivage droite-gauche. Au fond, c'est pas ancien. Le monde, il se partage. Alors, il se partage pas en deux entre le noir et le blanc, le bleu et le rouge. Non, mais c'est probablement plus sophistiqué que cela. Mais il y a quand même une vision de droite, une vision conservatrice, une vision républicaine, une vision démocrate. Enfin, quel que soit le nom de la droite et de la gauche, il y a des visions un peu différentes. Nous, on a une vision très forte de l'homme, de la dignité de l'homme, du respect de l'homme, etc. On a aussi une vision économique qui permet d'exprimer cette dignité. On a une vision territoriale, on a une vision déjacobinisée, si je peux dire, en tout cas décentralisée de la gestion du pays. On doit l'exprimer. Les Républicains sont en train de travailler là-dessus d'arrache-pied et les élections municipales sont... En tout cas, le premier tour a été un succès pour notre formation politique. J'espère que ce sera confirmé au deuxième tour. Merci beaucoup Éric Woerth d'avoir été notre invité politique dans notre émission Bonjour chez vous. Demain, en plateau, nous recevrons la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Tout de suite, la revue de presse des territoires. La revue de presse des territoires, c'est l'essentiel de la presse régionale du jour, concoctée pour vous aujourd'hui par Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Alex. Alors qu'est-ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux ? Bonjour à tous, à la une de la presse régionale ce jeudi, l'attente inquiète et impatiente des annonces d'Édouard Philippe. Le Premier ministre doit prendre la parole dans l'après-midi, il doit annoncer les modalités de la phase 2 du déconfinement qui doit débuter le 2 juin. L'Est républicain se demande en conséquence si le Grand Est va passer au vert. Est-ce que le 2 juin, les restaurants, les bars, les cafés pourront enfin rouvrir leurs portes? L'Est républicain rappelle en tout cas que les derniers indicateurs sont plutôt positifs. Certes, le virus circule encore, mais l'épidémie semble contenue. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Les brigades de traçage ont moins de travail que ce qui avait été anticipé. Même attente, même impatience dans la Voie du Nord ce jeudi. La région va-t-elle passer au vert, se demande le quotidien. Dans les faits, c'est déjà le cas pour la Voie du Nord. Les Hauts-de-France sont déjà dans le vert selon les différents indicateurs. Tension hospitalière en nette baisse, circulation du virus largement ralentie. Les habitants de la région attendent aujourd'hui une bonne nouvelle de la part du gouvernement. Les annonces de l'exécutif qui sont attendues également de pied ferme dans le sud de la France. La Provence s'intéresse aujourd'hui aux 2 millions de salariés des cafés, bars et restaurants qui attendent fébrilement les annonces du gouvernement. Ils en ont vu de toutes les couleurs depuis le début de la crise et sont impatients de reprendre le travail. Oui, mais attention, nous dit encore la Provence, il y aura aussi
aujourd'hui. Des oubliés, il y aura encore ce jeudi des dégoûtés des annonces du gouvernement, le personnel de la culture. Celui des théâtres, des stades, des discothèques devrait encore patienter un peu sur la touche. Pour eux, le gouvernement ne prévoit pas de retour à la normale avant plusieurs mois. Dans l'actualité également, ce dossier de Midi Libre consacré à l'immobilier. Le confinement est passé par là et les séquelles se lisent dans le type d'appartement désormais prisé par les Français. Jardins et terrasses sont pris d'assaut par les acquéreurs. Il y a un vrai besoin d'extérieur, nous dit Midi Libre. Les agences immobilières ont d'ailleurs repris du service plus rapidement que prévu. Le nombre de transactions est plus élevé que l'année dernière à la même période. On termine avec cette incroyable mauvaise surprise des salariés de Renault Trucks. Certains d'entre eux, contaminés ou soupçonnés d'avoir été contaminés au Covid-19, ont découvert que leur fichier médical avait tout simplement été divulgué par leur direction en dehors de leur identité. La liste diffusée mentionne le matricule professionnel et des informations confidentielles sur la santé des salariés. Mardi, ces informations ont été envoyées par erreur aux représentants du personnel. Pour cette défense, l'entreprise assure que sur le principe même de l'existence d'une telle liste, il n'y a là rien d'anormal. Il s'agit d'un fichier médical établi par les médecins du travail depuis le début de la crise sanitaire. En revanche, cette liste n'aurait jamais dû fuiter, en cause, selon l'entreprise, une bourde informatique. L'histoire de cette bourde est à retrouver dans le Progrès ce jeudi. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations dénichées dans la presse régionale. Tout de suite, le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, dans notre club de journalistes et de sondeurs, nous parlerons de la nouvelle étape du déconfinement qui sera dévoilée cet après-midi par le Premier ministre Édouard Philippe. À quoi va ressembler la vie des Français à partir du 2 juin ? Et puis, nous évoquerons également le bilan de l'action du Parlement pendant les 2 mois de confinement avec une autre question. À quoi va ressembler le Parlement du monde d'après ? Nous aurons notamment un sondage de l'Institut IFOP. Nous serons également avec nos confrères de la presse régionale. Aujourd'hui, nous irons à Marseille avec La Provence et à Nantes avec le journal Ouest France. Ce matin, j'accueille sur ce plateau Pascal Jalabert. Bonjour. Qui dirige les rédactions parisiennes du groupe EBRA, des journaux de l'Est de la France. Bonjour Pascal Jalabert. Bonjour. J'accueille également Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis à distance, nous serons avec Christelle Bertrand, journaliste politique pour le groupe La Dépêche du Midi. Bonjour Christelle Bertrand. Bonjour. Alors, premier thème de notre Club des territoires, la nouvelle étape du déconfinement. On en connaîtra le contenu cet après-midi avec les annonces d'Édouard Philippe. Tout d'abord, une question Frédéric. Vu les signaux sanitaires plutôt positifs actuellement, les Français ne comprendraient pas que ce déconfinement ne soit pas relâché. Clairement oui, on voit très bien, comme vous dites, un relâchement de l'inquiétude sanitaire. Ensuite, depuis le mois de janvier, le sentiment d'inquiétude sur les questions sanitaires. Pour la première fois, dans une enquête diffusée aujourd'hui, IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio, on a une inquiétude sanitaire qui recule fortement de 11 points, qui revient à son niveau d'avant le confinement, de la fin février. Ce qui inquiète surtout les Français, ce sont moins les questions sanitaires que les conséquences économiques de la crise. D'un côté, le sentiment que la crainte d'être contaminé recule fortement, et puis une confiance plus forte à l'égard du gouvernement pour réussir le déconfinement. Dans ce cadre, un tour de vis serait peut-être mal vécu parce qu'il serait dissonant par rapport au ressenti des Français. L'attente des Français est présente. En tout cas, Pascal Jalabert, les signaux sanitaires sont plutôt positifs et de nombreux départements devraient passer au vert. Oui, normalement, la France entière devrait passer au vert. Alors, il y a en effet les enquêtes d'opinion qui disent que clairement les priorités se sont inversées, et surtout les priorités dans l'inquiétude, puisqu'on est aujourd'hui dans l'inquiétude économique. Ce matin, nous avons, dans tous nos journaux, mené une enquête sur les jeunes face au Covid. Qu'est-ce qui se passe ?
vous avez 700 000 jeunes qui n'arrivent pas à trouver de stage, y compris d'écoles de commerce ou d'écoles supérieures d'ingénieurs. Vous avez tous les CDD, tous les intérimaires qui ont été arrêtés. Donc tous ces jeunes sont au chômage, peu indemnisés parce qu'ils n'ont pas tous le chômage partiel. Donc il y a cette inquiétude forte. Et puis il y a ce qu'on voit dans la rue. Vous allez les bistrots, alors vous avez 2 portes ouvertes, une table devant, et les gens sont sur le trottoir ou juste à côté, en train de boire des canons, comme on dit. Donc il faut sortir de l'hypocrisie, il faut répondre à la nouvelle priorité qui est économique, tout en gardant évidemment la possibilité de revenir en arrière si la pandémie reprenait. Mais là, très clairement, avec des indicateurs au vert et la situation économique, les Français ne comprendraient pas que la carte reste rouge. Et effectivement, Christelle Bertrand, est-ce que le véritable enjeu de cette nouvelle étape du déconfinement, il est avant tout de relancer l'économie et notamment le tourisme ? L'économie est un problème essentiel et on voit que le gouvernement est avide d'annoncer enfin de bonnes nouvelles aux Français. Ça a été un vrai chemin de croix depuis le mois de mars pour le président de la République, pour Édouard Philippe. Aujourd'hui, enfin, les bonnes nouvelles sont là, plutôt meilleures même que ce que le gouvernement espérait il y a une quinzaine de jours. Donc effectivement, il y a de bonnes chances de voir réouvrir certains commerces, de voir la France se colorer en vert, même s'il reste quand même une question sur l'Île-de-France, avec beaucoup de prudence quand même, parce que le gouvernement regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger, et on voit que notamment en Corée, les clusters se multiplient encore, alors qu'on pensait la Corée sortie de la pandémie, pardon. Donc le gouvernement regarde, avance avec prudence, mais a envie d'annoncer de bonnes nouvelles, aussi parce que c'est bon pour son image. Enfin, le gouvernement peut dire des choses positives, et aussi parce qu'il y a urgence à relancer l'économie, parce que la crise économique pourrait être bien pire que la crise sanitaire, en effet. Le gouvernement veut annoncer des bonnes nouvelles. Est-ce que depuis le 11 mai, depuis le début de ce déconfinement, on peut dire que le gouvernement a bien géré cette phase de déconfinement ? En tout cas, les Français le voient. Moi, je suis frappé par la dichotomie ou le décalage entre cette gestion ce regard des Français extrêmement sévère sur la gestion de la crise de la part du gouvernement, qu'on a suivi depuis la fin janvier, qui s'est exacerbé pendant la période du confinement. Songez que la première perception associée au gouvernement à 80%, c'était une enquête d'il y a 15 jours, c'est il a caché des informations aux Français. Depuis le déconfinement, on a cette dichotomie, on a le sentiment que les choses sont bien gérées. Au tout début du déconfinement, il n'y avait qu'un tiers des Français qui faisaient confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement. On est passé à presque un Français sur 2 et... Chose intéressante d'un point de vue stratégique pour le pouvoir exécutif, les segments les plus traditionnels du soutien au macronisme sont particulièrement forts en termes de confiance. Les personnes âgées, les cadres supérieurs et les professions libérales, les électeurs d'Emmanuel Macron de la présidentielle, les électeurs de François Fillon. Alors, l'acte lourd le gouvernement a caché des informations. On n'a pas préparé le pays à cette épidémie. On a parlé d'une logique de guerre, comme disait le président, et ceux qui étaient en première ligne n'étaient pas, si je puis dire, armés. La situation catastrophique de l'hôpital resteront sans doute comme des actes lourds et des traces qu'il faudra gérer jusqu'à la fin du quinquennat. Mais ce déconfinement qui semble réussi, si ce n'est la question des parcs et jardins que je mets un petit peu à part, où là il y a une incompréhension de l'opinion publique, notamment dans les grandes villes, notamment à Paris, au-delà de ça, il y a le sentiment que les choses se passent plutôt bien, mais ce qui n'empêche pas de faire ressurgir, comme le disait Pascal, cette inquiétude économique majeure. On n'est pas du tout dans le contexte de 2008 où la remontée du chômage avait été extrêmement surprenante pour les Français. Ils n'avaient pas vu concrètement les conséquences de la crise financière dès 2008. Là, ils ont clairement anticipé une catastrophe économique. C'est intéressant ce que vous dites, Frédéric. Pascal, est-ce que ce déconfinement, plutôt bien géré à partir du 11 mai, peut relancer la cote de popularité du gouvernement et notamment celle du Premier ministre Édouard Philippe ? Alors, je crois qu'il faut regarder 2 points. En effet, le confinement, les mesures sanitaires, à cause de la pénurie de masques, à cause de l'absence de tests, à cause aussi des controverses scientifiques, parce qu'on se demandait si le gouvernement s'adressait bien aux bonnes personnes, a été très difficile pour le pouvoir. Et je pense que ça aurait été quand même difficile. En revanche, sur l'économie, les mesures qui ont été prises, les prêts garantis par l'État, les mesures de chômage partiel ont permis d'amortir le choc et surtout peuvent permettre un démarrage. Donc oui, le terrain a été préparé pour une reprise, on va dire, en douceur. Après, la question centrale, c'est un peu comme pour la pandémie, elle ne dépend pas du gouvernement.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Les Français ont épargné, non pas des millions, mais des milliards d'euros sur des livrets, des produits sûrs. La grande question, c'est ces milliards vont-ils sortir pour investir, pour consommer, pour faire du tourisme? Si les conditions sont réunies, voilà, la balle est dans le camp des Français. Oui, celui qui peut en profiter, c'est en effet Édouard Philippe, parce que c'est lui qui va annoncer les bonnes nouvelles. Oui, il en profite déjà, c'est lui, et Bruno Le Maire, c'est lui qui va annoncer les bonnes nouvelles. C'est eux qui ont quand même géré cet aspect-là, alors que Emmanuel Macron était plutôt sur l'état de guerre. C'est-à-dire l'un a fait la guerre et les autres vont organiser la libération. Alors, parmi les attentes des Français sur la nouvelle étape de ce déconfinement, Christelle Bertrand, il y a la possibilité de se déplacer davantage. Pour l'instant, il y a un rayon de 100 km. Également, de se rassembler. Pour l'instant, les rassemblements sont limités à 10 personnes, mais on voit qu'il y a plein de manifestations interdites, des matchs de foot sauvages qui s'organisent. Il y a une envie de se rassembler. Oui, il y a une envie de se rassembler, mais on voit bien qu'en fait, ça a été le même sentiment pendant toute la crise. On voit que le gouvernement a dû se démultiplier pour faire accepter aux Français le confinement, a dû user d'un vocabulaire guerrier, Pascal le disait à l'instant, a dû surjouer cette crise pour que le confinement soit accepté par les Français et presque pour contrebalancer un peu son impopularité, je dirais presque ce sentiment d'absence de légitimité qui est très présente dans une partie de la population. Et donc aujourd'hui, le discours étant beaucoup plus nuancé, les Français ont envie de sortir, de transgresser des règles qu'ils n'acceptent pas forcément, ou en tous les cas qui sont édictées par un gouvernement dont ils n'écoutent pas forcément la parole. Et donc on voit ce type de rassemblement se multiplier. Donc je dirais que c'est une conjonction entre une envie de liberté, mais aussi avec une envie de défiance du gouvernement qui n'a pas été possible pendant 2 mois et qui s'avère aujourd'hui possible. On va voir quelles sont les attentes des Marseillais concernant cette nouvelle étape du déconfinement et aller retrouver nos confrères du groupe La Provence avec Guilhem Ricavy, directeur des rédactions du groupe La Provence. Bonjour Guilhem Ricavy. Oui, bonjour. Alors ce matin, en une de La Provence, il est question également de ce lever de rideau dans le déconfinement. Oui, effectivement, cette phase 2 qui est forcément très attendue ici à Marseille et plus généralement dans les départements du Sud, parce que les professionnels du tourisme ont hâte de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, si oui, les bars, les restaurants et toutes ces activités propres à l'été vont pouvoir reprendre. C'est une vraie interrogation ici, avec une économie qui a un tropisme fort justement vers le tourisme, les hôteliers, les cafetiers, les parcs de loisirs, les parcs d'attractions, les activités nautiques. Il y a de très fortes attentes. Et justement, on fait état dans La Provence ce matin de ces attentes au discours d'Édouard Philippe attendu en fin d'après-midi. Et justement, vous parliez du tourisme. Il y a un plan de relance qui est mis en place dans le Sud avec des bons d'achat qui pourraient aller de 50 à 100 euros. Oui, alors Renaud Muselier, le président de la région Sud, avait dégainé son plan Marshall il y a une quinzaine de jours de soutien à la filière touristique. Hier, c'est Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui a présenté une série de mesures. Et dans ces mesures, il y a la mise à disposition de bons d'achat, vous le disiez, de montants de 50 ou de 100 euros. Dès lors que vous venez passer 3 nuitées dans le département, vous êtes éligible à ce petit cadeau qui vous permet, mais là aussi, de faire fonctionner l'économie locale en louant, que sais-je, un vélo ou un pédalo ou un transat sur les plages, pourquoi pas à La Ciotat. Vous parliez de pédalo, il y a une filière en difficulté, c'est celle du nautisme. Elle est frappée par cette crise du coronavirus. Alors la filière du nautisme effectivement est frappée, et notamment toute l'activité de la plaisance qui est très importante. On a tendance à l'oublier, mais le pôle de plaisance, l'un des pôles les plus importants d'Europe, c'est bien effectivement ici en région Sud. Alors le déconfinement a permis aux propriétaires de petits bateaux de sortir de nouveau en mer depuis les ports ou depuis les cales. Toutefois, le périmètre d'action est limité à 54 milles nautiques, ça fait 100 km, mais il y a tout le volet du nautisme de compétition
compétition qui est notamment à l'arrêt. Marseille dispose d'un pôle mer justement de compétition qui n'a pas totalement repris. Et puis il y a les activités justement de professionnels, de loueurs de bateaux qui eux aussi attendent beaucoup de ce qui va être annoncé cet après-midi pour savoir s'ils vont pouvoir retrouver une activité normale. Et puis l'histoire du jour ce matin dans la Provence, elle se passe dans le village des Mets où on a dynamité le rocher du Pénitent. Racontez-nous Guilhem, qu'est-ce que c'est ? Alors les pénitents, ce sont d'énormes concrétions rocheuses pointées vers le ciel, assez spectaculaires à voir, une curiosité géologique. Et figurez-vous que le 2 décembre dernier, un de ces énormes blocs de plusieurs milliers de tonnes s'était effondré sur le village, écrasant plusieurs maisons, heureusement sans faire de victimes. Mais voilà, une partie de la structure rocheuse est toujours instable. Et hier, c'est une opération de dynamitage qui a été organisée. Le village a été évacué pour l'occasion. Et avec 200 kilos d'explosifs, ce sont là aussi plusieurs milliers de tonnes qui ont été foudroyées pour mettre en sécurité un village qui est installé au pied de ces rochers dans les Alpes de Haute-Provence. Une opération qui a été très spectaculaire. Opération qui a l'air impressionnante. On va finir par votre page politique sur les élections municipales avec ce matin une interview du candidat Rassemblement National à Marseille, Stéphane Ravier, qui est également sénateur. Oui, alors Stéphane Ravier qui est arrivé 3e au soir du premier tour le 15 mars, derrière Michel Rubirola pour le printemps marseillais, la cloche plurielle marseillaise réinventée, juste derrière Martine Vassal qui était à la 1800 voix, et donc Stéphane Ravier qui, dans son analyse en tout cas présentée ce matin dans le journal, nous dit qu'en l'état il est très difficile de dire qui sera maire de Marseille, parce que d'une part, les scores étaient très serrés au soir du premier tour, et puis parce que d'autre part, on est entré dans une phase de négociation depuis déjà plusieurs jours. Tous les camps discutent entre eux pour négocier des ralliements. La République en marche aura sans doute un rôle majeur dans ces échanges. Et on attend forcément dans les prochains jours, les prochaines heures, de nouvelles alliances. La seule que l'on connaît pour le moment, c'est Bruno Gilles, le candidat Les Républicains dissident, qui s'était présenté face à Martine Vassal et qui, pour le moment, dit qu'il ne veut pas se rapprocher de Martine Vassal. Et les intrigues et la bataille de Marseille vont être passionnantes à suivre. Merci beaucoup Guilhem Ricavi d'avoir été avec nous en direct de Marseille. On va revoir la une de votre journal La Provence qui est consacrée à la nouvelle étape du déconfinement. Levée de rideau, point d'interrogation. Merci beaucoup Guilhem. On va maintenant passer au deuxième thème de ce club des territoires qui est consacré au Parlement face à l'état d'urgence sanitaire. On va faire le bilan de l'action du Parlement pendant ces 2 mois de confinement et on va se poser la question à quoi pourrait ressembler le Parlement du monde d'après. Pour en discuter, on va se baser sur un sondage réalisé par votre institut de sondage, l'Institut de sondage IFOP, Frédéric Dabi, un sondage pour Interrel en partenariat avec Public Sénat et Le Figaro. Vous avez interrogé les parlementaires sur leurs leçons tirées de cet état d'urgence sanitaire. On va voir les enseignements de ce sondage avec un sujet d'Alizé Boissin. Un hémicycle clairsemé. Pour respecter les règles sanitaires, peu de sénateurs étaient présents en séance. Beaucoup ont utilisé la visioconférence. Mais malgré le confinement, les assemblées ont continué de fonctionner de manière satisfaisante. C'est ce que pensent 3/4 des sénateurs interrogés par un sondage. Côté Assemblée nationale, les députés sont 40% à le penser. Dans le détail, le parti de la majorité présidentielle est largement satisfaite du fonctionnement du Parlement pendant la crise. L'opposition est, elle, plus réservée. Concernant le rôle de contrôle des assemblées sur l'exécutif, les clivages se creusent. 69% des élus de La République En Marche estiment que la crise n'a pas empêché le Parlement de conserver ce rôle. Ils ne sont que 22% à le penser à droite et seulement 6% à gauche. Dans le monde d'après, plus de la moitié des répondants demandent une réforme en profondeur du contrôle de l'action gouvernementale. Enfin, la crise sanitaire a entraîné la suspension de bon nombre de projets de réforme. Si les parlementaires demandent le maintien du projet de la loi sur le grand âge ou encore celui sur la sécurité intérieure, ils souhaitent en majorité repousser les dossiers brûlants des retraites. Voilà pour ce sondage de l'Institut de sondage IFOP pour Interrel en partenariat avec Public Sénat et Le Figaro. Frédéric Dabi, on l'a vu, pour la majorité des parlementaires d'opposition, droite et gauche confondus, le Parlement n'a pas pu jouer son rôle pendant le confinement. Oui, alors déjà, je veux dire que c'est extrêmement rare qu'un sondage d'envergure soit fait auprès des parlementaires. C'est une cible qui n'est jamais investiguée. On a parfois quelques enquêtes
qualitatif auprès de 5-10 parlementaires. Alors là, on en a près d'un parlementaire sur 6 dans cette enquête IFOP Interrel qui s'est prononcé. C'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent leur point de vue. Moi, ce qui me frappe, au-delà des clivages politiques, c'est qu'à rebours du discours sur l'idée que le Parlement n'a pas fonctionné pendant la crise du Covid, pour une majorité de parlementaires, il a fonctionné, mais ça n'a pas empêché une tendance qu'on a déjà à l'œuvre depuis quelques années, du sentiment que le rôle du Parlement est de moins en moins prépondérant face à l'exécutif. Quand bien même, le plan de déconfinement, ça ne s'est pas passé dans d'autres pays, a été présenté aux députés et aux sénateurs. Moi, je trouve que cette enquête montre surtout que cette crise a été une sorte d'électrochoc ou un aiguillon pour les parlementaires qui est le suivant: il faut se réformer. Il faut contrôler davantage l'action du gouvernement. Il faut davantage inscrire le Parlement, si je puis dire, dans la cité. Il y a des questions qui montrent qu'ils seront prêts à voir plus d'experts, plus tenir compte de l'avis des Français via des conférences citoyennes, via des pétitions, à écouter les experts. Même un parlementaire sur 3 serait prêt à donner plus de place même aux lobbyistes, aux représentants d'intérêt. Et puis, ce qui me frappe dans cette enquête, c'est que les parlementaires sont un peu des Français comme les autres. Quand on regarde la feuille de route qu'ils adressent au pays pour sortir de cette crise, on a exactement les mêmes attentes que l'ensemble des Français dans une enquête IFOP JDD dont on avait parlé la semaine dernière. Relocaliser nos productions, la question de la souveraineté économique du Made in France est absolument centrale. Donner plus de place aux élus locaux. L'idée que l'État central a été défaillant est particulièrement prégnant. Et également l'idée qu'il ne faut pas abandonner la voie la lutte contre le réchauffement climatique, quand bien même, dans une période de crise, chez les Français, chez les parlementaires, on retrouve cette bataille d'Hernani. Est-ce qu'il faut continuer à mettre le paquet sur l'environnement? Est-ce que ça ne va pas abîmer la relance de l'économie? Cette bataille d'Hernani, fin du mois face à fin du monde, est toujours là, mais là, il y a un clivage gauche-droite. Les parlementaires de gauche et ceux d'En Marche sont pour continuer à mettre le paquet sur les questions environnementales, respecter des engagements climat du pays, alors qu'à droite, on est plus sur l'économie. Pascal Jalabert, est-ce que vous trouvez que le Parlement a bien fonctionné pendant cette période d'état d'urgence sanitaire? Alors il faut être clair, c'est quand même le gouvernement qui a tout décidé, qui a tout organisé. Et en effet, la gestion de crise comme ça, c'est un boulot d'exécutif. C'est pas un boulot législatif. Le travail législatif, c'est plutôt de préparer le long terme. Donc il est normal que le Parlement ait été un peu effacé. Après, il y a un point qui m'intéresse, c'est que ça continue à fonctionner à distance. C'est-à-dire que les parlementaires ont pu travailler dans leur territoire. Donc c'est peut-être pas la peine de venir à Paris. Du coup, c'est peut-être pas la peine de réduire le nombre de députés. Comme ça, ils peuvent être plus près des territoires. Ça coûtera beaucoup moins cher. Moi, je vois bien des hémicycles en visioconférence, des hémicycles à distance, avec des élus proches du territoire. Ils pourront voir leurs experts régionaux. Ils pourront discuter davantage avec leur population. Et eh bien, on aura des séances à distance sur des logiciels très adaptés. Ça sera très bien. Effectivement, notamment au Sénat, il y a eu beaucoup d'auditions par visioconférence. Parlons des sénateurs, car les sénateurs sont plutôt satisfaits du fonctionnement du Sénat pendant le confinement, et notamment Gérard Larcher. Nos équipes sont allées à sa rencontre pendant cette période. Il prépare un documentaire sur le Parlement au temps du confinement, et Gérard Larcher est plutôt satisfait du rôle du Sénat. Écoutez-le. Je dois dire que pendant cette période, ici, on a absolument continué un fonctionnement, et il y a eu un engagement des présidents des groupes politiques, tous, y compris dans le présentiel, des présidents de commission, y compris dans le présentiel, tout en respectant les règles qui étaient les règles sanitaires. Nous avons démontré que le bicamérisme fonctionnait, que l'unité nationale était une réalité, mais que le contrôle du gouvernement, il existait. Et cette réalité-là, nous l'avons fait vivre très très concrètement. Et voilà pour cette analyse de Gérard Larcher, extraite d'un futur documentaire de Public Sénat réalisé par Quentin Calmet et Jonathan Dupriez sur le Parlement au temps du confinement. Première diffusion le 16 juin à 23h. Christelle Bertrand, est-ce qu'on peut dire que le Sénat a tiré son épingle du jeu pendant cette crise sanitaire ? Oui, tout d'abord, les sénateurs étaient plus nombreux dans l'hémicycle que ne l'étaient les députés. On a même accusé Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, d'avoir été un peu trop rigoureux et d'avoir un peu trop limité le nombre de députés présents physiquement dans l'hémicycle. Ça s'explique aussi par le nombre de députés atteints par le coronavirus au début du confinement. Mais c'est vrai que le Sénat a peut-être fonctionné facilement que l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ça a été très compliqué parce qu'il y avait très peu de représentants
président par groupe politique. Donc on a très peu entendu l'opposition, notamment au début de la crise. Lorsqu'il y a eu des votes, le groupe politique votait d'une même voix, donc il fallait écrire. Lorsqu'on était un député qui ne voulait pas voter comme son groupe, on avait le droit, mais il fallait l'écrire, c'était plus compliqué. Donc effectivement, la fluidité était beaucoup moins grande pendant cette période et les oppositions se sont trouvées effectivement assez sous-représentées dans l'hémicycle et donc beaucoup moins audibles. Il faut dire que la période d'unité nationale ne permettait pas non plus beaucoup de voix divergentes au début du confinement. Donc du coup, le poids du Parlement, comme le disait Pascal, et parce que tout émanait du gouvernement, le poids du Parlement a été un peu moins important. Mais il faut quand même revenir sur la présentation du plan de déconfinement. Beaucoup de députés ont été extrêmement déçus de ne pas pouvoir l'étudier, de devoir voter le soir même sur ce plan de déconfinement. Et c'est vrai qu'on a mal compris, et l'opinion publique aussi, me semble-t-il, qu'on ne leur laisse pas 24 heures pour l'étudier, pour interroger des experts, avant de se prononcer sur ce premier plan de déconfinement. Alors après cet état d'urgence sanitaire, il faudra reprendre l'examen des textes qui étaient en cours avant la crise du coronavirus. Et justement, Frédéric Dabi, ce sondage a interrogé les parlementaires sur les textes qu'ils attendaient à examiner en premier. Alors ils ne veulent pas tout de suite réexaminer la réforme des retraites, celle-là on la reporte. En tout cas, il y a une urgence sur le plan de dépendance, de lutte contre la dépendance. Oui, très clairement, c'est intéressant. Si d'un côté les parlementaires adressent une feuille de route extrêmement précise au pays, notamment le fait qu'ils sont prêts, comme l'ensemble des Français, à voir augmenter fortement les dépenses publiques, quitte à ce que la dette se creuse. Ils sont 82% à penser ça. Ils ne sont pas sur une logique de tabula rasa, de table rase sur ce qui vient d'être fait depuis quelques années. Seule la réforme des retraites fait l'objet, y compris chez les députés ou sénateurs d'En Marche, l'envie que ce soit repoussé ou reporté sine die. Sur les autres réformes déjà en cours, on a l'idée que ça aille encore plus vite, notamment la question de la dépendance, qui est tout à fait connexe de ces questions sanitaires. Rappelons-le que depuis quelques mois, et ça a été accéléré, amplifié avec cet épisode du Covid, la première préoccupation des Français, c'est la santé. Ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est des questions sanitaires. Et dans ce cadre-là, il y a la question de l'hôpital qui doit être pris en charge pour les parlementaires à 96% comme un traitement extrêmement fort et extrêmement urgent. Mais dans ces questions de santé, il y a la question des dépendances qui touche tous les Français. Non seulement les personnes, mais les aidants, les entourages. Moi, je suis frappé par le pessimisme, l'inquiétude de la tranche des 50-64 ans. Ce sont les Français qui ont le plus de difficultés économiques, qui souvent voient arriver la retraite, non pas comme un Eldorado ou le repos du guerrier, mais comme la continuité des problèmes. Mais cette génération est confrontée aussi à la dépendance de leurs proches. Et c'est cette génération qui, entre parenthèses, est la plus tentée ou qui vote le plus pour le Rassemblement national. On va finir par un tour du côté de Nantes, voir nos confrères du journal Ouest France avec Arnaud Vagic, journaliste à l'agence Ouest France de Nantes. Bonjour Arnaud Vagic. Bonjour. Alors, à la une du journal de l'Ouest, il est question du plan de relance européen présenté hier. Oui, à la une de Ouest France, ce titre sur l'Europe, qui, vous le savez peut-être, est une grande cause soutenue depuis toujours par notre journal. L'Europe va emprunter, c'est une première. Alors les chiffres font un petit peu tourner la tête. On parle de 500 milliards de subventions, de 250 milliards de prêts, en plus des 1100 milliards de budget. On ne sait pas encore tout à fait exactement la manière dont sera ventilée cette somme d'argent, mais ce qu'on sait, c'est que les pays les plus touchés par la crise et les secteurs les plus fragilisés seront bien prioritaires, comme l'Italie et l'Espagne, frappés durement sur le plan sanitaire et financier. On sait aussi que la France aurait accès à 39 milliards de crédits budgétaires. C'est une somme évidemment très importante. Donc à lire cet article de Laurent Marchand, qui est l'un de nos éditorialistes et qui décrypte parfaitement cette info ce matin dans Ouest France. On a parlé tout à l'heure des municipales à Marseille. Qu'en est-il des municipales à Nantes et de l'enjeu du second tour ? J'étais venu sur votre plateau vous annoncer qu'il y avait 6 candidates en lice avant le premier tour. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. La maire sortante Johanna Rolland, qui est socialiste. On a également Julie Ernos, la candidate écologiste, qui siégeait dans la majorité de Johanna Rolland avant ce premier tour, dans le précédent mandat. Et puis on a aussi la candidate de La République En Marche, Valérie Opelt, qui elle est députée. Et puis Laurence Garnier, la candidate de droite, qui s'était déjà présentée aux dernières élections. Alors, large avance pour la maire sortante Johanna Rolland, qui appelle, elle, à une union avec la candidate écolo, une alliance qui pourrait se faire. Mais, car il y a un mais quand même, la candidate de Nantes en commun, qui elle ne s'est pas qualifiée pour le second tour,
Margot Medcourt, et qui est soutenue par la France Insoumise, propose de s'allier à la tête de liste écologiste, dans l'espoir de battre Johanna Rolland. Voilà. Mais en revanche, elle refuse toute alliance avec la maire sortante. Donc qui va s'allier à qui? Les tractations sont ouvertes, le suspense probablement levé le week-end prochain. Et puis je voudrais peut-être de dire un mot aussi sur La Baule, avec une surprise concernant Franck Louvrier. Vous connaissez peut-être Franck Louvrier, c'est l'ancien directeur de la communication de Nicolas Sarkozy. C'est lui notamment qui avait créé les Sarko-shows. Vous savez, ces grands shows à une époque où Nicolas Sarkozy était candidat à la présidentielle. Eh bien, il pensait être élu dans un fauteuil et finalement, il aura un candidat dissident de droite et un candidat de la République En Marche qui font alliance contre lui à La Baule, ce qui fait que ça rebat complètement les cartes de cette élection sur cette ville qui organise chaque année l'université de la droite au mois d'août. Et puis Arnaud, vous vouliez nous parler de l'initiative Ouest France vous répond, mise en place pendant le confinement et qui va être perdurée. En quoi ça consiste ? Eh bien, c'est simple. Pendant ce confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions toutes bêtes à la suite des annonces qui ont été faites par l'État. Est-ce que j'ai le droit de faire du vélo? Est-ce que les marins du Charles de Gaulle guéris par la chloroquine, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que la pêche en bord de rivière est autorisée ou non? Est-ce que le virus se transmet par les épandages agricoles? Eh bien, toutes ces questions posées par nos internautes, nous avons souhaité y répondre dans le cadre de ce service qu'on offre aux lecteurs sur Internet et dans la version print du journal, la version papier. Nous avons dénombré depuis le début du confinement 10 000 questions posées par les internautes, ce qui est considérable, et chaque jour, 100 000 personnes se connectent à notre site pour trouver des réponses à ces questions. Comme quoi, la presse quotidienne régionale sort grandie de cette crise parce qu'elle a su apporter cette qualité de service à des gens qui en avaient besoin. Merci beaucoup Arnaud pour votre intervention en direct de Nantes. On va revoir la une de votre journal Ouest France consacrée au plan de relance européen présenté hier par la Commission européenne. L'Europe va emprunter une première. On va finir ce tour de la presse quotidienne régionale en voyant d'abord la une des dernières nouvelles d'Alsace. Pascal Jalabert qui est consacré à la crise et notamment aux jeunes qui sont en première ligne. Oui, donc c'est notre enquête du jour avec les premières victimes économiques, entendons-nous bien, puisque sanitaire c'est le contraire, mais les premières victimes économiques ce sont les jeunes. Et on parlait de la réforme des retraites. C'est vrai que tenir un discours, il va falloir travailler plus longtemps et plus âgé, alors qu'on va avoir des milliers de jeunes sans travail. Ça devient un peu compliqué, d'où le report de la réforme. Frédéric Dabi, est-ce qu'il y a cette inquiétude, notamment chez les jeunes? Vous l'avez perçue pour le moment? Les jeunes, il y a d'abord une inquiétude très forte sur l'insertion professionnelle. Moi, elle est plus jeune que les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui va de plus en plus peiner à s'insérer. Vous parliez tout à l'heure de la question des stages, de tous les stages qui ont été annulés du fait du Covid, qui ne seront pas repris sans doute pendant la période estivale. Il ne faut pas oublier que le stage, c'est un moyen, c'est un sésame d'insertion très importante. Leur disparition, c'est ça qui va également très fortement inquiéter les jeunes. Pascal, il pourrait y avoir un plan de relance ciblé pour les jeunes ? Ça risque de devenir une nécessité. Alors il y a déjà des mesures qui vont être prises. Les régions travaillent beaucoup, notamment sur l'apprentissage. Alors l'apprentissage, ça tient un peu mieux, d'après notre enquête, puisque 65% des apprentis ont été conservés. La difficulté, c'est pour ceux qui arrivent derrière. Mais en effet, y compris les surdiplômés, ont du mal à garder leur stage, à garder leur contrat court. Donc on a une génération qui se trouve un peu dans un creux, puisqu'il faut quand même... les entreprises ont mis en chômage partiel des gens plus âgés, qui vont être les premiers à revenir, peut-être pas tous dans certaines entreprises. Donc du coup, ça va devenir très compliqué. Il y en a même qui envisagent de reprendre ou de poursuivre les études. On va voir la une de la Dépêche du Midi, Christelle Bertrand. Si on faisait des bonnes affaires. Expliquez-nous. Oui. Oui, c'est le moment des bonnes affaires actuellement, puisque les commerçants n'ont qu'une crainte, c'est que les consommateurs ne reviennent pas dans leur commerce. Déjà, ils ont subi une perte de chiffre d'affaires énorme pendant les mois de confinement. Et aujourd'hui, on voit que les gens tardent à revenir par crainte d'une reprise de l'épidémie, par crainte pour leur propre santé, et aussi parce que leurs centres d'intérêt, pendant ces quelques mois, ne se sont pas forcément portés sur les produits de grande consommation qu'ils avaient l'habitude d'acheter jusqu'à présent. Donc, les commerçants rivalisent de réduction, de soldes déguisés pour réattirer les clients dans leur boutique, sur leur site internet. C'est vrai dans le secteur de l'automobile, mais c'est vrai dans tous les secteurs et c'est ce qu'on raconte dans la Dépêche ce matin.
Merci beaucoup Christelle Bertrand, merci Pascal Jalabert, merci Frédéric Dabi. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Demain, on vous retrouve à 8h et notre invité politique sera la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Prochain rendez-vous d'information politique sur Public Sénat à 18h avec notre émission Allons plus loin, notre émission de débat présentée par Rebecca Fitoussi. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.